Je dois dire effectivement que nous venons de terminer la 3e réunion annuelle du comité de politique monétaire. Et c'est un comité qui a effectivement, comme à son habitude, examiné la situation économique d'ensemble avant d'arriver à une décision. Le comité a examiné la situation économique au plan international et au plan de notre région également. Alors, ce qui est ressorti au plan international, le comité a noté que, effectivement, on sent que la croissance reste stable, taux de 3,2%. Elle est relativement forte, même s'il y a des variations de région à région. L'inflation est en légère baisse au plan international. Et il a été également noté que la plupart des banques centrales dans le monde n'ont pas vraiment baissé leur taux d'intérêt. Ils ont maintenu les taux d'intérêt inchangés parce qu'elles souhaitent vraiment s'assurer que la baisse de l'inflation est suffisamment forte et suffisamment installée avant d'agir. Bon, il y a quelques banques qui ont, suite aux évolutions dans leur région, décidé de baisser leur taux, mais dans la majorité des cas, en tout cas dans la plupart des cas, les banques centrales sont restées très prudentes dans leur orientation politique monétaire et donc n'ont pas baissé les taux. Alors, au niveau de notre région, on a noté plusieurs éléments. D'abord, le comité a noté que la croissance économique de notre région reste quand même soutenue. Elle est estimée au 2e trimestre de l'année 2024, c'est-à-dire mars-juin. Elle est estimée autour de 5,3%. Et donc, c'est une croissance qui est soutenue. Et pratiquement tous les secteurs contribuent à cette croissance économique. Mais au niveau de l'inflation, ce qui est ressorti, c'est que l'inflation a atteint au 2e trimestre de l'année 2024 un taux de 4,1%. Alors, ce qui est surtout important de noter par rapport à ce taux de 4,1% observé au 2e trimestre de l'année 2024, c'est que ce taux est supérieur à la cible que nous avons. Notre cible pour notre politique monétaire au niveau de la Banque centrale, la BCEAO, c'est un taux qui tourne entre 1 et 3%. Donc nous sommes au-dessus de la cible. Ça, c'est le premier constat. Mais le deuxième constat, c'est que ce taux de 4,1% qu'on a observé au 2e trimestre 2024, elle s'inscrit dans une dynamique qui est haussière. Décembre, on était à 2,3, mars 2,9, juin 4,1. Et le dernier chiffre qu'on a sur juillet, le taux est 4,4. Donc, vous voyez que nous avons deux préoccupations. Le taux est au-dessus de notre cible et c'est une dynamique qui est haussière. La tendance est haussière. Au mois de juin, lorsqu'on avait fait la même rencontre ici, je vous avais dit qu'on venait d'observer une légère hausse à fin mars, mais on allait observer et voir quelle serait la tendance avant de pouvoir prendre une décision. Et ce qu'on observe, c'est que la hausse a continué. Donc 2,3, 2,9, 4,1, juillet 4,4. Donc c'est une dynamique haussière. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette évolution haussière de l'inflation. La première raison, c'est que la campagne 2023-2024 a été moins bonne que prévu et donc on a vu une hausse des prix des produits alimentaires. Et le produit alimentaire, c'est quand même une composante importante donc, dans le panier. La deuxième raison, c'est que vous savez que nous avons des questions de sécurité importantes dans la région qui font que la circulation des produits, l'approvisionnement est limité
il y a des entraves liées à ces questions sécuritaires et ça impacte l'inflation. La troisième raison, c'est que nous avons eu, compte tenu des évolutions au plan international, les prix des produits alimentaires qui sont importés, parce que nous en importons beaucoup, donc qui sont importés, sont également à la hausse. Donc quand vous combinez tous ces éléments, on a les résultats que nous avons un peu au niveau donc, de l'inflation. Je mentionnerai également le fait que les prix du logement également, on a observé que ces prix ont également augmenté. Donc l'inflation se situe dans une dynamique haussière. Évidemment, pour le comité de politique monétaire, c'est une préoccupation. Le troisième élément qui a été également pris en compte par le comité de politique monétaire, c'est d'examiner un peu la situation extérieure, notre situation extérieure. C'est très important. Et là, on a noté que les termes de l'échange se sont améliorés. Les produits que nous exportons, les produits de la région qui sont exportés, le cacao, l'or, le coton, l'EVA, tous ces prix, les prix de ces produits sont en hausse. Donc ça, c'est un élément positif. Et cette évolution a fait que nos échanges avec l'extérieur se sont améliorés. Comme on dit dans le jargon, le compte courant s'est amélioré. Donc c'est le solde de nos échanges, pour parler simplement. Et quand on combine à ça le fait que plusieurs pays, et vous avez dû certainement suivre ça dans la presse, plusieurs pays de la région ont mobilisé des ressources à l'extérieur. Il y a eu des eurobonds au premier trimestre, je crois il y a eu le Bénin et la Côte d'Ivoire, au deuxième trimestre le Sénégal. Donc cette mobilisation accrue de ressources, combinée avec l'amélioration de nos échanges, évidemment a conforté notre situation extérieure. Et on a vu nos réserves de change donc s'améliorer par rapport à la situation qu'on a connue il y a à peu près un an. Et donc ça, c'est un élément positif. C'est très important parce que la stabilité l'amélioration de nos échanges, nos comptes extérieurs, ça donne la confiance dans la zone et ça renforce bien entendu les anticipations que les opérateurs ont, notamment les épargnants, les investisseurs, tous les acteurs. Donc, confiance dans la solidité de la zone UEMOA, la zone BCEAO. Donc, tenant compte de tous ces aspects et examinant également les perspectives à court terme, parce que je vous ai donné la situation telle qu'on les a observées sur la base des informations disponibles, mais on a analysé également les perspectives à court terme. La croissance reste dynamique, devrait continuer à s'améliorer. On attend une meilleure récolte agricole au titre de la campagne 2024-2025 qui devrait avoir un impact sur les prix. On attend également une évolution plus favorable au niveau des prix internationaux, des prix des produits alimentaires qui sont importés. Et donc, on anticipe que l'inflation pour l'année 2024 devrait en moyenne se situer autour de 3,7%, mais qu'en 2025, on devrait avoir un début de baisse de l'inflation pour aller vers notre cible. Donc c'est compte tenu donc, de tous ces facteurs, surtout de risques, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes au plan international, avec toutes les tensions que nous avons, les questions de sécurité, l'impact du changement climatique. Vous avez noté qu'il y a beaucoup d'inondations dans certains pays de la région. Tenant compte de tous ces risques, le comité de politique monétaire a estimé qu'au vu des résultats, la hausse du taux d'inflation que j'ai évoqué, les incertitudes, les risques, le comité a estimé qu'il fallait maintenir cette orientation de la politique monétaire et donc a décidé de maintenir le taux directeur, c'est-à-dire le taux minimum de soumission aux appels d'offres, inchangé à 3,5% et le taux de guichet de prêt marginal à 5,5%. Donc c'est une décision donc, qui, évidemment, comme je l'ai dit, qui est basée sur l'analyse des éléments et des données effectivement reçues et des perspectives
à court terme. Et c'est évidemment une décision qui va, nous pensons, conforter la situation de la zone, assurer que la zone reste une zone de stabilité monétaire, comme je l'ai dit, stabilité financière, et qui permette également un financement adéquat de l'économie, puisque je dirais au passage que les crédits à l'économie, donc les crédits faits par le secteur bancaire à l'ensemble de l'économie sont en hausse, et donc c'est ça aussi qui permet de soutenir cette croissance plus forte. Et donc le comité a estimé qu'il était adéquat de maintenir donc le niveau des taux directeurs au niveau que je viens d'indiquer. L'inflation que nous avons observée au deuxième trimestre, c'est de 4,1. Et le dernier chiffre que nous avons, celui de juillet, c'est 4,4. Et comme j'ai dit, c'est cette dynamique haussière de l'inflation qui a été une préoccupation du comité de politique monétaire. Alors, j'ai dit que cette hausse, elle est due à la hausse des prix des produits alimentaires, parce que la campagne agricole a été moins bonne. Sur les perspectives à court terme, je dis qu'on s'attend à une meilleure production agricole au niveau de la région pour la campagne donc, qui est 2024-2025. Et cette meilleure production agricole va avoir un impact sur les prix des produits agricoles. Et je dis également qu'on prévoit qu'il va y avoir une baisse des prix des produits alimentaires qui sont importés par notre région. Et ces prévisions, elles sont de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, c'est-à-dire des institutions internationales qui font ces prévisions. Et elles nous disent que les prix des produits alimentaires au niveau international vont baisser. Et donc, quand on combine ces deux éléments, plus, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs pays de la région qui ont décidé, au niveau des États, de prendre des mesures de lutte contre la vie chère. Certains pays ont baissé certains produits, prix de produits. Et donc, quand on combine tous ces éléments, on anticipe que malgré que nous soyons aujourd'hui à 4,4% en juillet, on pense qu'il va y avoir une inflexion, que ça va baisser et qu'on va finir l'année autour de 3,7%. Je dis effectivement que la croissance économique en 2024 dans notre Union devrait se situer autour de 5,3%. Je rappelle qu'au trimestre précédent, on était à 5%. Mais pour l'année 2024, on attend un taux de 5,9%. Donc c'est quand même une croissance qui est robuste, une croissance qui est dynamique, elle est très forte. Au niveau mondial, je vous ai dit que la croissance est de 3,2%. Donc nous avons une croissance très soutenue, c'est l'une des croissances, en tout cas au niveau des régions, l'une des plus fortes sur le continent. Et ça provient de plusieurs facteurs. D'ailleurs, tous les secteurs contribuent à cette croissance économique, le secteur agricole, le secteur secondaire, le secteur minier. Vous savez que le Sénégal a commencé l'exploitation du pétrole, du gaz. Le Bénin, le Niger, à travers l'exploitation du pétrole par le Bénin, la Côte d'Ivoire, il y a un projet de gaz. Vous savez qu'au niveau de l'or, dans toute la région, il y a un dynamisme. Les prix de l'or sont à des niveaux très élevés, des niveaux historiquement élevés. On est à près de 2500 $ par once. Et dans la région, nous produisons pratiquement en moyenne 210 tonnes d'or. Donc ça également, ça impacte. Et je vous ai dit également que les prix du cacao, de l'EVA, du coton sont très élevés. Et donc tous ces éléments font que tous les secteurs, surtout le secteur tertiaire aussi, je ne vais pas oublier, c'est pratiquement le secteur le plus important dans notre région. Le secteur tertiaire également participe et contribue donc à cette croissance économique. Donc tous les secteurs sont vraiment dans une dynamique haussière. Et ça reflète, je crois aussi, la confiance dans l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des investissements publics qui sont faits.
dans les domaines des infrastructures, mais il y a également des investissements privés, beaucoup d'investissements privés qui sont faits dans les différents secteurs, et c'est tout ça qui participe à la croissance que l'on observe. Donc c'est une croissance forte, et c'est vrai, et tous les secteurs sont vraiment, j'ai mentionné quelques-uns de manière plus spécifique, mais tous les secteurs contribuent à cette croissance économique. Bon, le secteur bancaire dans l'Union, c'est un secteur qui est dynamique, qui est rentable et qui joue son rôle. Son rôle, c'est quoi? C'est collecter l'épargne et financer les acteurs, les opérateurs, le secteur privé et aussi le secteur public. Donc c'est un secteur qui est en expansion. Aujourd'hui, on a à peu près 135 banques dans l'UEMOA, 135 banques, et puis 25 établissements financiers à caractère bancaire. Donc nous avons à peu près 160 établissements. Et donc secteur très dynamique, comme je l'ai dit, les crédits à l'économie, les crédits en soutien pour le financement de l'économie effectués par le secteur bancaire. Donc ces crédits-là sont en hausse. On attend un glissement, certainement en moyenne une augmentation taux de 8% sur l'année 2024, donc une croissance. Et le secteur est solide. Tous les indicateurs que nous utilisons pour mesurer la solidité du secteur bancaire, je ne vais pas rentrer dans les ratios techniques, mais je vous donne seulement quelques éléments, les ratios de solvabilité, liquidité, tous ces ratios sont à des niveaux qui sont meilleurs que la norme. Donc, ils sont meilleurs que la norme. Donc, ça veut dire que le secteur bancaire se porte bien, il est solide. La dégradation du portefeuille, c'est-à-dire la qualité du portefeuille, c'est-à-dire les crédits qui sont évidemment sains, comme on appelle. Le taux est également meilleur que la norme, donc ça veut dire que les choses se passent bien. Le secteur est rentable, il est bénéficiaire. Vous avez certainement entendu les bénéfices de pas mal de banques dans la région, ça veut dire que c'est un secteur qui se porte bien. Et nous avons effectivement, quand on regarde, évidemment, quand vous regardez les crédits, vous voyez qu'il faut... le secteur qui mobilise le plus de crédits du secteur bancaire, c'est le secteur tertiaire. À peu près 3/4 des crédits vont dans les secteurs tertiaires. Mais quand même une évolution positive qu'on a notée, c'est que les crédits à moyen terme, c'est-à-dire les crédits d'une durée de 2 à 10 ans, c'est plus de la moitié des crédits. Donc ça veut dire que il y a plus de crédits à moyen terme, donc qui financent et qui soutiennent l'activité économique. Après, on a les crédits à court terme, c'est-à-dire entre 0 et 2 ans. Donc, le secteur se porte bien. Il y a eu des réformes qui ont été faites récemment. On a une nouvelle loi bancaire qui a été adoptée par le Conseil des ministres en 2023. Et c'est une loi qui permet justement d'abord de moderniser notre instrument juridique qui supporte et soutient le secteur bancaire. On l'a adapté aux évolutions. On a pris en compte les nouveaux défis. On a intégré de nouveaux acteurs comme les établissements de monnaie électronique. Et donc c'est une législation qui va permettre au secteur bancaire de pouvoir vraiment faire un saut qualitatif important, lui permettre vraiment de jouer son rôle. Alors, il faut dire également qu'on a pris une décision également importante, le Conseil des ministres, je veux dire, a pris une décision importante, c'est d'augmenter le capital minimum. On est passé de 10 milliards de francs CFA à 20 milliards. Ça a été doublé. Et tout ça, c'est pour renforcer la solidité du secteur bancaire. Et donc, 20 milliards, et les banques ont 3 ans pour donc, se conformer à ces nouvelles dispositions. Nous avons donc, avec cette nouvelle loi bancaire, ces nouvelles dispositions, nous renforçons bien sûr le suivi et le contrôle des banques. Ça, c'est également important parce qu'il est important d'assurer la stabilité financière du secteur. Et la stabilité financière du secteur, ça passe par un secteur bancaire qui soit solide et sain pour que lorsque les acteurs, les personnes qui travaillent, épargnent, aient confiance
quand elles épargnent, ils vont déposer leur épargne dans les banques. Elles ont confiance que bon, les ressources sont là et que demain, quand j'en ai besoin, je les aurai. Donc il faut que les banques soient solides. Et donc ça, c'est le rôle de la Banque centrale, la commission bancaire. Donc nous faisons des contrôles pour nous assurer que les banques respectent donc toutes les dispositions qui sont prévues dans le dispositif prudentiel. Ça veut dire que nous surveillons la qualité du crédit, donc on mesure le risque du crédit, le risque de liquidité, les risques opérationnels, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, comme vous le savez très bien, la cybersécurité est devenue un enjeu et les banques sont justement sujets à ces attaques de cybersécurité parce qu'il y a des ressources et tous ceux qui sont des hackers, comme on les appelle, cherchent à aller vers les banques pour prendre des ressources. Donc on surveille les dispositifs mis en place par les banques pour justement se protéger de manière efficace contre les attaques de cybersécurité. Et il y a un domaine sur lequel également nous avons une attention très 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 forte, c'est les dispositions de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme. Ça, c'est un élément pour nous extrêmement important. Nous sommes, comme je l'ai dit, très exigeants. Nous faisons des contrôles réguliers auprès des banques et nous les accompagnons quand elles ont donc... nous les accompagnons dans le processus de mise en œuvre des mesures pour lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux. Et quand il y a récidive, nous sanctionnons. On sanctionne assez sévèrement les banques, parce que c'est important. Vous savez que nous avons des pays dans notre union qui sont sous surveillance du GAFI, l'Agence internationale pour la lutte contre le blanchiment. Et donc, nous voulons que notre zone soit une zone vraiment qui ne soit pas sous l'emprise de ceux qui s'adonnent à ces pratiques. Et comme les banques représentent le canal par lequel ceux qu'on appelle, qui sont dans ces activités de blanchiment, passent, donc on reste très 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 attentif, très vigilant au niveau de la Banque centrale et de la Commission bancaire. Et c'est pour ça qu'on fait des missions très 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 récurrentes auprès des banques pour surveiller le dispositif, s'assurer. Quand il y a des actions, on les accompagne pour corriger. Et s'il y a des récidives, ça ne marche pas, on sanctionne. Et on va continuer à renforcer ça. Alors je dois dire que bon, pour l'essentiel, la majorité des banques, les dispositifs sont en place, les choses se suivent, sont en place et fonctionnent normalement. Mais il y a quelques banques pour lesquelles ça demande une attention particulière. Et là, nous restons très 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 vigilants sur ces aspects. Bien, je dois dire que, effectivement, je voudrais d'abord féliciter les autorités sénégalaises. Bon, c'est l'un des 3 pays, je n'ai pas voulu mentionner, mais comme vous l'avez mentionné, effectivement, donc les autorités ont pris, comme les autres pays d'ailleurs, ont pris des mesures très 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 fortes, exigeantes, fermes, pour vraiment sortir de cette liste. Et je pense que l'une des mesures clés, ça a été la nouvelle loi, la loi contre le blanchiment des capitaux, la lutte et le financement du terrorisme. Et donc cette loi donc, a été adoptée par les autorités avec tous les dispositions, les textes d'application qui sont en place et donc les mesures qui ont été prises. Donc nous, on ne peut être que satisfait. Et ce que l'on souhaite, c'est que tous les pays sortent, qu'il n'y ait aucun pays de notre zone qui soit sur la liste grise, comme on les appelle. On l'appelle la liste donc, des pays qui ne respectent pas les dispositions en matière de lutte contre le blanchiment. Parce que ça a un impact très négatif en termes de perception, et ça joue sur le risque crédit, et ça joue bien sûr sur les investissements, sur la mobilisation des ressources et sur l'épargne. Donc c'est pour ça que nous travaillons de manière très 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 étroite avec les autorités, justement pour jouer notre rôle pour contribuer à ce que ces pays sortent de la liste grise, comme on l'appelle, donc des pays qui sont un peu sous surveillance sur les questions de lutte contre le blanchiment des capitaux. Il y a 2 éléments qui ont joué sur la situation de notre stabilité extérieure. J'ai dit que tous les produits que nous exportons, en tout cas les principaux
produits que nous exportons, dont le cacao, vous avez parlé du cacao, les prix ont augmenté. Et donc ça a fait que, évidemment, ça a eu un impact positif sur nos réserves, puisque la hausse des prix fait que bon, les recettes d'exportation augmentent. Donc ça a joué. Et donc on a vu nos réserves vraiment qui se sont améliorées aujourd'hui. Et on a un niveau relativement confortable. Et on pense que ça va continuer à s'améliorer. Et je vous ai dit également qu'il y a plusieurs pays qui ont mobilisé des ressources, qui sont allés sur le marché international, qui ont émis des eurobonds. Je vous ai cité les 3 pays. Et il va certainement y encore peut-être avoir d'autres interventions dans ce domaine. Donc tout ça fait que nos réserves se sont confortées. Et donc nous sommes vraiment dans une phase de consolidation de nos réserves. Donc la situation aujourd'hui, telle qu'elle existe dans nos livres, c'est-à-dire dans les livres de la Banque centrale, c'est que les réserves sont confortables, comme j'ai dit. Mais nos prévisions, c'est ça qui est le plus important, nos prévisions montrent que ces réserves devraient continuer à se renforcer, puisque vous avez des pays qui ont commencé l'exportation de produits pétroliers, comme le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire, les produits miniers, le gaz, l'or qui se tient bien. Donc, nous pensons que ces réserves vont continuer à se renforcer. Mais effectivement, je l'ai dit, il y a toujours des risques. Il y a des risques, puisque c'est lié à l'évolution des prix internationaux. Les prix internationaux, bon, ça dépend parfois des tensions géopolitiques, des situations au Moyen-Orient, en Europe, au niveau de l'Ukraine. Nous ne maîtrisons pas tout ça et ça peut avoir un impact. Donc, d'une manière générale, oui, ça s'est consolidé, ça devrait se renforcer, mais on reste prudent parce qu'il y a des éléments que nous ne maîtrisons pas qui impactent ces évolutions.